infiniment. Merci à vous toutes, vous tous, d'avoir bravé la météo pour venir vous nourrir de nourriture terrestre et pourquoi pas spirituelle. C'est émouvant d'être ici parce que la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville, elle a quand même une place à part dans l'histoire de la communauté arménienne de France, parce que c'est ici que s'est organisé le réveil identitaire, ici et dans d'autres lieux, mais c'est un lieu qui a beaucoup marqué le réveil identitaire en France au début des années fin 60, début 70. Et donc c'est un lieu chargé d'histoire, et c'est ce qui est bien avec ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une pensée en marche, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de transmission, et les gens qui sont là en général ne sont pas là pour se servir, mais plutôt pour servir un idéal qui souvent les dépasse. Et c'est pour ça que je voudrais témoigner de ma reconnaissance à toutes et à tous qui font ce travail discrètement, et un travail qui fait sens. Alors, et deuxième émotion, je suis ému de parler de ce sujet. Alors bien sûr, c'est l'occasion de présenter le livre Escale arménienne aussi, parce qu'il recueille des textes parus dans le magazine France Arménie entre 2007 et 2024. Mais il se trouve que j'ai fait en 2010 une conférence sur la presse arménienne de France à Beyrouth, en arménien. C'était ma première conférence en arménien. J'étais à l'époque très maladroit et très stressé de ne pas maîtriser correctement. Mais bon, en travaillant, en travaillant, on y arrive. Hein. C'est une question de volonté. C'est pas une question c'est pas inné, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai fait à Beyrouth, donc dans les locaux du quotidien Instag, cette conférence. Et un mois après, je l'ai faite à Alep, dans les locaux du lycée Kalen Yépé, la chaire d'arménologie. Et donc, en préparant cette conférence, je suis tombé sur une archive qui m'a beaucoup ému, parce que c'était les slides que j'avais gardés de cette conférence. Et donc, ne vous étonnez pas si ces slides sont en arménien, parce que je voulais leur parler de la pensée arménienne de France, de la presse arménienne de France, et montrer à quel point, en fait, la France, dans l'histoire de la diaspora, elle a joué un rôle extrêmement important en tant que vecteur de pensée critique. Et c'est un peu ça la plus-value, je dirais, de cette diaspora française dans le monde arménien, dans la transnation arménienne, c'est qu'elle a véritablement un regard un critique qui participe à l'élaboration d'un narratif, à l'élaboration d'une pensée arménienne affranchie de toutes les contraintes, du fait aussi du contexte français, de la tradition française, et c'est quelque chose dont on doit être fier en tant qu'Arménien de France. Alors, pourquoi parler de la presse arménienne aujourd'hui ? Eh bien, parce que la presse, tout simplement, elle est plus que jamais vitale. On vit dans un contexte géopolitique, moral, où, je dirais, le diagnostic vital de la nation est engagé. Diagnostic vital parce que tout ce qui se passe depuis 2020 participe d'une sorte d'effondrement, d'écroulement en fait des valeurs qu'on pensait inébranlables, Artsakh, Arménie, diaspora, l'Église nationale, les élites politiques, en fait toutes les institutions sont frappées de crise. L'Artsakh territorial n'existe plus. L'Arménie entre guillemets actuelle est dans une situation morale, politique extrêmement... C'est bon ? Attendez là, on va attendre que l'écho passe. Ouais. Oui. Donc l'Arménie, je disais, traverse une crise extrêmement critique, enfin une crise gravissime, et la diaspora n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ça va trop vite. C'est-à-dire, depuis 5-6 ans, on assiste à une série de bouleversements qui nous empêchent de prendre le recul nécessaire pour agir et analyser les choses. Et c'est un des gros problèmes que j'affronte et que d'autres journalistes affrontent, c'est le recul critique, la capacité d'analyser, de faire la part des choses entre le vraisemblable et le faux, à l'heure des fake news, à l'heure des propagandes de tout genre. Hein, et Dieu sait que ces propagandes ne sont pas orientées seulement dans un sens. Tout le monde fait de la propagande. Il ne faut pas penser que c'est que les Russes, certes c'est vrai, mais tout le monde fait de la propagande, il faut le savoir. Sauf que ce n'est pas les mêmes recours, ce n'est pas les mêmes méthodes. Et donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que nous, en fait, il faut qu'on garde en tête que la presse arménienne diasporique, c'est pas la même chose que la presse arménienne en Arménie. En Arménie, c'est un pays entre guillemets normal qui a des problématiques d'un pays en développement, avec tout ce que ça sous-entend en termes de transparence, de gouvernance, de justice sociale, de liberté, d'émancipation. Et en diaspora, la question c'est être ou ne pas être, tout simplement. C'est existentiel. Donc la différence c'est quoi ? C'est qu'en Arménie, être arménien est un fait, je veux dire, de naissance on est arménien, donc c'est une réalité acquise. En diaspora c'est un choix. En tout cas en diaspora occidentale c'est un choix, c'est pas un acquis.
Et la presse joue un rôle, historiquement parlant, vital dans la transmission d'une conscience nationale. Et tout à l'heure, Nola m'a fait l'amitié de visiter les locaux de la MCA et surtout les archives. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces archives-là, elles ne sont pas censées être figées. Elles constituent, au fait, elles correspondent à l'idée que la presse arménienne, c'est notre gardienne, la gardienne de notre mémoire collective. Et le problème étant que, d'une génération à l'autre, il y a énormément de fossés, il y a une grande différence entre les générations, du fait de l'absence de transmission, du fait de la difficulté de se penser arménien en diaspora, de l'assimilation, la presse, elle est fondamentale. Alors, on va parler tout à l'heure, je parlerai un petit peu de Halach, mais c'est pour vous dire, le mot à retenir, c'est gardienne de la mémoire collective, mémoire fragilisée par des secousses extérieures, la situation en Arménie, et puis des secousses intérieures, c'est-à-dire une recomposition accélérée de la diaspora et l'absence de recul suffisant pour savoir un peu qui nous sommes, s'arrêter un moment et penser un peu à nous. C'est-à-dire, déjà, nous, bien sûr, on est touchés par ce qui se passe en Arménie, mais il est temps que nous nous reconstruisons autour d'un projet, autour d'un idéal, autour d'une identité réconciliée avec toutes nos contradictions. Et le lieu, l'espace, la plateforme, c'est la presse, ce sont les médias. Alors quand je dis presse, aujourd'hui je parlerai essentiellement de la presse écrite, mais il faut aussi prendre en compte la presse radiophonique et numérique, parce qu'elle est absolument vitale. Et j'ai eu l'occasion hier de faire une interview à Louciné, qui est présente parmi nous, et je lui disais, vous avez IPFM, vous avez des archives aussi importantes, sonores, qu'il faut valoriser, et pourquoi pas créer l'équivalent d'un institut national de l'audiovisuel arménien. C'est fondamental pour la transmission comme vecteur. Parce que quand j'étais étudiant, je dois beaucoup à cette radio. Quand je me rappelle des cartes sur table animées par Vartan Gabrielian avec Anaïd Termination, pour moi, c'était plus que des cartes sur table, c'était des supports pédagogiques. Et je lui suis redevable. Et je voudrais rendre hommage aussi à Anaïd Termination, parce que c'est un peu grâce à elle que ce livre existe, parce que c'est la première personne qui m'avait demandé de faire un livre à partir des meilleurs textes de France-Arménie. À moi et à Vaé, mon ami, son fils. Alors, fragmentation de l'espace public arménien, guerre, exil, réfugiés, recomposition de la diaspora, tout ça fait qu'il y a une quête de sens. Et la presse arménienne, elle a une singularité en diaspora, c'est que elle est le point de rencontre, le point de convergence, où le journaliste n'a pas comme mission première, bien sûr, d'informer, mais aussi de transmettre des connaissances, transmettre des émotions et faire le lien précieux entre les différents mondes arméniens, le monde local, le monde régional, le monde global. Vraiment l'échelle, toutes les échelles se mélangent, et puis aussi le lien entre le non-arménien et l'arménien. Et donc c'est pourquoi quand j'ai commencé mon expérience à France-Arménie, j'ai été très gâté d'avoir à mes côtés des gens qui n'étaient pas que journalistes, mais aussi des psychologues, des sociologues. Je pense à Varoujan Sarkissian, qui a joué un rôle extrêmement important aussi dans la revitalisation de la presse arménienne en tant que rédacteur en chef de France-Arménie au début des années 2000. Alors, maintenant, l'autre question, c'est l'histoire. Parce que qui dit presse, dit mémoire collective, dit aussi dans quelle tradition on s'inscrit. Donc c'est très important. Si on veut savoir qui nous sommes, il faut avoir conscience des différentes échelles du temps long. Et le temps long, nous, en tant qu'Arméniens de France issus de la diaspora de post-1915, bien sûr, il faut aussi tenir compte des autres diasporas, mais je parle de mon point de vue personnel. Ma tradition à moi, c'est la tradition arméno-occidentale, c'est-à-dire la tradition de la presse arménienne ottomane, puisque l'Empire ottoman, depuis le Zartong, c'est-à-dire depuis le moitié du 19e siècle, a été un lieu d'épanouissement, de renouveau, de reconstruction de la pensée arménienne moderne. Et nos pôles à nous, nos pôles de référence en tout cas, c'est la presse de Constantinople, c'est-à-dire la presse qui a vu le jour après les Tanzimat, après les réformes ottomanes, en moindre mesure la presse arménienne de Smyrne, et puis bien sûr la presse arménienne de Tiflis, qui était le deuxième pôle politique et culturel de la nation, très important, le journal Meshak de Grigor Adzrouni, qui a justement semé les graines de ce qu'allait devenir plus tard le mouvement révolutionnaire arménien, donc notamment la Fédération révolutionnaire arménienne. On pense aussi au Caire, c'est
peut-être pas évident pour les gens de la première des jeunes, mais le Caire a été un endroit important aussi où la plupart des grands intellectuels arméniens ottomans qui étaient persécutés par Abdulhamid, par le sultan rouge, eh bien, ont trouvé refuge en Égypte, qui était un territoire ottoman mais libre, et une presse arménienne occidentale a pu s'épanouir. Et puis on a Paris, bien sûr, et Paris c'est important parce que une chose importante que je disais à mes amis en Syrie et au Liban, bah, c'est que la presse arménienne de France, elle est bien antérieure au génocide de 1915. Bien antérieure. Et on verra pourquoi. Donc, journalisme, acte politique. Journaliste, un acte politique, c'est un acte engagé. Un journaliste arménien, dans ma conception, on va dire, traditionnelle, pourquoi pas conservatrice, eh ben, il n'est pas neutre. Non, il n'est pas neutre. Son rôle n'est pas seulement de transmettre des informations, mais une conscience nationale. Et je dirais même une conscience transnationale dans mon cas, parce que la diaspora, c'est un archipel avec des îlots. Et ces îlots-là, ils ne sont pas forcément reliés entre eux. Et à charge donc du journaliste de faire le lien avec les différentes communautés et trouver un sens commun, trouver une orientation commune au-delà des divergences culturelles, au-delà des difficultés physiques. Mais à l'heure du numérique, ce journalisme-là a un boulevard devant lui pour que cette transnation arménienne refasse sens et qu'elle puisse nourrir justement le public sur ce qu'est la diaspora en tant que richesse, en tant que chance, et pas en tant seulement que en tant qu'accident. Alors, chez les Arméniens, la presse, elle n'est pas un reflet de la nation, elle la fabrique, en fait. Ça, c'est classique dans toutes les histoires, tous les grands récits de construction nationale. Il faut relire les grands classiques, Benedict Anderson, enfin tous les grands auteurs qui ont étudié l'émergence du nationalisme. Ils nous disent en gros que c'est la presse qui a joué un rôle de vecteur de conscientisation. Et donc, une fois que il y a cette conscience nationale, et bien l'État peut se construire sur la base d'une société qui partage en fait un socle de valeurs et d'aspirations communes. Alors, dans notre histoire arménienne à nous, ben, on a des lieux, tout à l'heure j'ai parlé de l'Empire ottoman, mais le premier journal arménien, il ne se crée pas en Arménie, il se crée à Madras. Madras, donc c'est l'Inde, donc c'est très loin même du pôle historique de la nation, c'est loin de Tiflis, c'est loin de Constantinople, mais c'est un lieu où une communauté marchande diasporique, essentiellement originaire d'Iran, a pu s'épanouir et construire donc des institutions. L'autre idée, c'est que eh ben, cette presse-là, elle va tout de suite être investie dans le terrain, elle va toujours porter en elle l'idéal d'une réforme. C'est-à-dire que les intellectuels arméniens qui travaillent donc dans l'Empire ottoman, mais qui ont été formés en partie chez les mékitaristes, soit à Venise ou à Vienne, quand ils reviennent à Constantinople ou ailleurs, eh bien, ils vont s'engager dans un travail d'éveil à la nation, d'éveil au fait aux défis d'éveil au nationalisme, je dirais pas national, mais au d'éveil en fait national, pour que le peuple arménien qui vit sous un double joug, le joug ottoman, le joug russe, iranien, plus tard russe, puisse s'émanciper. Et pour s'émanciper, bah, il lui faut des armes. Il lui faut des armes matérielles, il faut des armes spirituelles, il lui faut connaître son histoire, connaître sa culture, redécouvrir sa langue, son patrimoine. Et donc, quoi de mieux que la presse aux côtés de l'éducation, aux côtés des écoles pour jouer ce vecteur. Donc j'ai retenu trois figures fondatrices qui sont extrêmement inspirantes, qui ont joué un rôle très important dans cet éveil national. Alors le premier, vous le connaissez tous, hein, c'est Mekotic Khrimian, c'est-à-dire Khriman Hayrik, qui a été donc le primat des Arméniens du Vaspurakan, le patriarche des Arméniens de Constantinople, le catholicos de tous les Arméniens, enterré à Etchmiadzin, et qui n'est pas seulement une figure religieuse, ni une figure politique, mais c'est aussi un grand pédagogue, un grand publiciste, un grand défenseur, illustrateur de la cause arménienne, parce qu'il a participé bien sûr à tous les grands combats de la cause arménienne, et il faut aussi rendre justice à Khrimian, parce qu'il a souvent été réduit à une image caricaturale d'Arméniens naïfs qui quémandait en pleurant l'attention des forces, des grandes puissances alliées pour que les réformes puissent s'appliquer dans les provinces arméniennes de l'Empire ottoman. Non, c'est un peu injuste. Riliman Alik était quand même une personnalité extrêmement lucide, pragmatique, même modéré par rapport à certains excès. Et donc, lui, on lui doit la parution de ce journal, Arsvi Vaspurakan, hein, l'aigle du Vaspurakan. Donc, vous voyez sur cette photo
Le premier numéro publié donc à Bolis, c'est écrit, en 1855. Rehman Heilig a joué un rôle extrêmement important en tant qu'acteur du proto-nationalisme arménien, en tant qu'éveilleur de conscience. Et à côté de ça, il y a aussi le rôle qu'il a fait dans les écoles. Moi j'aime bien parler de lui parce qu'il m'évoque un peu cette idée que tout part de la mystique, en fait. C'est pas l'inverse, c'est pas de la politique. Et ça, pour paraphraser un peu ce que dit Charles Péguy, hein, dans grand auteur français, grande figure Dreyfusard, mais progressiste, social et catholique, tout part de la mystique et tout débouche sur la politique. Et en regardant un petit peu le parcours de Rehman Heilig, on sent à quel point la foi contribue à ériger un vrai socle sur lequel il a pu faire montre au fait d'un courage exceptionnel au-delà des épreuves. Donc Rehman Heilig, c'est le premier, je dirais, intellectuel et spirituel qui est parti de la mystique pour déboucher sur le politique, à travers, bien sûr, l'arme culturelle, le militantisme culturel. La deuxième figure, c'est un grand intellectuel de la FRA d'Ashnak-Soudion, un grand écrivain, Roupen Zartarian. Roupen Zartarian, que vous voyez sur cette photo, alors c'est un cliché très émouvant. On le voit ici à côté du général Antranik. Le général Antranik étant civil, voilà, Ozounian, donc ils étaient amis. Donc, pour ceux qui connaissent mal sa biographie, il est né à Diyarbakir en 1874, il a été martyrisé pendant le génocide. Et Zartarian est auteur de nouvelles en Arménie occidentale, qui ont été d'ailleurs publiées récemment à Bolis, on peut encore les lire. Et Zartarian, en fait, c'est vraiment un grand homme du journalisme arménien, parce qu'il a participé à l'aventure de Azad Amart. Alors, je ne sais pas si dans votre salle, la salle, les gens connaissent Azad Amart. Bah, ça veut dire quoi alors, Azad Amart? Pour ceux que... Non? En français, comment on traduirait? Oui, homme libre. Homme libre. Oui. Le combat pour la liberté, oui. La libération. Ça peut aussi être homme libre. Azad Amart, c'est un journal de référence. Vraiment de référence. Non seulement au nom de nos propres critères arméniens, mais des critères occidentaux de l'époque. C'est un journal d'opinion, un journal d'analyse, qui paraît à Constantinople sur un laps de temps assez court. 1908, c'est le rétablissement de la constitution ottomane, c'est le coup d'état des jeunes Turcs. Donc c'est le contexte où il y a un vent de démocratisation dans l'Empire ottoman, qui va être balayé, l'espoir d'une fraternisation va être enterré par les massacres d'Adana une année plus tard. Et une partie de l'intelligence arménienne croit encore possible une réforme de l'Empire par la presse arménienne. La presse arménienne qui est complètement intégrée dans la presse ottomane parce que ces journalistes-là, ils vivent à Constantinople. Ce sont des intellectuels arméniens, mais ce sont aussi des intellectuels ottomans qui maîtrisent plusieurs langues et qui sont en contact permanent avec les autres composantes de l'Empire, qu'elles soient turques, qu'elles soient grecques, qu'elles soient albanaises, qu'elles soient arabes, bref, européens et asiatiques. Et donc, Azad Amart fait un peu la jonction, parce que c'est un journal qui suit les principes de la FRA, donc parti membre de l'Internationale socialiste, Fédération révolutionnaire arménienne, et ce journal se veut un quotidien politique, mais aussi un quotidien social, un quotidien qui s'inquiète des questions sociales de l'Empire ottoman, de réforme, de justice sociale. Et ce journal-là sert de caisse de résonance au débat de l'époque. Les rapports entre la FRA et les jeunes Turcs qui coopéraient, qui étaient alliés, les problèmes de réforme dans les provinces orientales, les problèmes de sécurité, de transparence, de gouvernance, mais aussi les idées libérales. Ils ont importé les idées libérales, les idées socialistes, la question ouvrière. Tout cela, on le retrouve dans les colonnes d'Azad Amart. Toutes ces questions-là étaient des questions évoquées. Donc, Azad Amart est un journal aussi qui va s'ouvrir, qui va décloisonner, qui va être en dehors de l'espace arménien. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y avait une fois par semaine une version d'Azad Amart en ottoman. Alors pour la petite anecdote, ils imprimaient sur un meilleur papier, parce que ce journal-là allait directement au palais de Yıldız, c'est-à-dire le palais du sultan, et était lu par les hauts fonctionnaires de l'Empire. Donc il y avait une version aussi en ottoman, en turc ottoman, et les éditoriaux étaient écrits par Roupen Zartarian. Donc l'idée, c'est de sortir du lectorat arménophone et passer dans l'espace public impérial. C'est pour ça que je parle d'Azad Amart pour moi comme un grand journal de référence arménien ottoman. Et c'est le premier journal arménien connu
à faire une traduction directe de ses éditoriaux, au-delà des publications en arméno-turc, pour ceux qui savent. C'est quoi l'arméno-turc? Non? C'est la langue arménienne, turque, mais en caractère arménien. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'est pour Zartarian. Bon, je vais vite, le temps est compté, hélas. J'aurais pu m'éterniser sur ce sujet. Et troisième grande figure, Arkel Alperian. Voilà, bon, lui, il n'est pas Tachnak Sagan, mais c'est pas grave. C'est aussi un grand patriote. Voilà. C'est un grand révolutionnaire aussi arménien. Il fait partie de notre patrimoine commun. Et écrivain, critique, journaliste, militant de l'Empire ottoman de gauche. Il était membre du parti Hunchakian. Et souvent présenté comme un pionnier du réalisme en littérature arménienne occidentale. Bon, je ne vais pas vous raconter. Vous avez tous lu, j'espère, Garmil Jamoun, comme un ouvrage de référence pour tous les écoliers, les lycéens arméniens. Donc lui, sa chance, c'est qu'il a été formé à Venise, chez les mékitaristes. Il a été au contact des grands mékitaristes du Zartonk, hein, je pense au père Revont Alishan. Et donc, les mékitaristes l'ont ouvert à l'universel, l'ont ouvert à la grande culture, à la grande littérature occidentale. Et c'est aussi un Arménien qui est en contact avec les élites arméniennes orientales, puisqu'il collaborait aussi à Meshach, le grand quotidien de Tiflis, et devient une plume de Meshach, et après va organiser la réforme de la presse arménienne ottomane à la faveur des Tanzimat. Alors le problème qui se pose, c'est que la censure était plus forte dans l'Empire ottoman. Moi, je voulais juste vous dire, il a fait... Oui, non, je parle pas encore de ça. Oui, juste pour comprendre un peu sa vie. Il a été en exil à Londres pour ses activités politiques. Il était militant en chacun. Il a vécu à Venise, à Paris. Il s'installe au Caire, où il poursuit son travail de. Il a été assassiné en Égypte par des balles arméniennes, hélas, puisque Alper Arpayan fait partie de ces militants qui ont participé à la scission du parti Hunchak pour fonder le parti Velagazmal Hunchagan, parti reconstitué Hunchagan, qui plus tard s'allie avec une partie des Lamgaval pour créer le parti Lamgaval. Donc il s'inscrit dans cette tradition, je dirais, d'intellectuels arméno-occidental, critique sur les dérives marxistes du parti Hunchak, parce que ce parti-là n'avait pas été essentiellement composé d'Arméniens de Russie, ne connaissait pas les réalités complexes du Gergir, du pays arménien, ne connaissait pas la réalité de la paysannerie arménienne et voulait imposer de force un catéchisme marxiste qui ne collait pas avec les réalités locales. Donc Pierre Arpayan a été assassiné, mais il a laissé un legs important, c'est le quotidien Alevelk. Quotidien Alevelk qui veut dire Orient en arménien, à Constantinople. Avant les massacres hamidiens, et c'est un journal qui a eu une parution épisodique, 84-96, bon c'est les massacres hamidiens, il reprend en 98 jusqu'en 1912. C'est un journal, c'est à la fois politique, mais c'est aussi littéraire, parce que, en fait, c'est un peu le cas aussi pour l'histoire de la presse française, la distinction entre littérature et journalisme, elle est très, très, je dirais, poreuse. Il n'y a pas de distinction. Quand un journal paraît, il fait de la politique, mais il fait de la littérature aussi. C'est une école de littérature, et les grands écrivains s'entraînent dans les colonnes du journal. C'est un journal démocratique qui porte les ambitions de réforme ottomane, dans un contexte de censure, de répression. Et l'objectif clé, qui est souvent rappelé, c'est qu'Alevek veut faire le lien. Il veut faire le lien entre qui et qui? Entre les deux pans arméniens, entre les deux grands pôles de l'arménisme, c'est-à-dire Tiflis et Constantinople. Donc un pont entre les intellectuels arméniens orientaux et occidentaux qui va se traduire par des voyages, des correspondances, des missions, et Alevelk a joué un rôle fondamental dans l'émergence, dans l'accompagnement du réveil arménien. Et puis sur le plan culturel, c'est une école littéraire, c'est une école de littérature réaliste, parce que beaucoup d'auteurs arméniens réalistes écrivent, observent, font de la satire morale, politique dans ce quotidien. Donc, on pense à qui? On pense à Kiko Zorab, bien sûr. Voilà. Si on parle d'écrivains, de nouvellistes réalistes, le premier nom qui vient en tête, c'est Zorab, mais aussi des femmes écrivaines comme Zabel Sibyl, Achak Chobanian, qui va quitter Constantinople après les massacres hamidiens pour Paris, et qui va fonder le journal Anaïd. Et Arpialian, lui, il signe parfois sous des pseudonymes, parce que forcément, c'était compliqué à l'époque. On lui doit aussi une certaine appétence à observer, à critiquer les failles, je dirais, du milieu arménien de Constantinople. Donc le génocide détruit physiquement les élites journalistiques arméniennes, la plupart ne survivront pas.
Un grand martyr du journalisme arménien qui n'est pas très connu aujourd'hui, hélas, c'est Diran Kélékian. Diran Kélékian, c'était un immense personnage, j'ai pas eu le temps de développer trop, du journalisme arménien ottoman, professeur à l'université de Galatasaray et rédacteur en chef d'un journal qui existe toujours en Turquie qui s'appelle Sabah. Sabah est un immense journal et Kélékian était le rédacteur en chef. Donc il était rédacteur en ottoman. Et aussi, il a, pendant son exil en Égypte, contribué à la presse égyptienne de langue française, hein, le Progrès égyptien. Donc, tous ces figures-là doivent nous inspirer. Ils doivent nous inspirer parce que ce sont des intellectuels arméniens à Constantinople qui, très tôt, comprennent que le salut de la nation, ça passe par l'éducation, l'ouverture, et le retour critique vers soi. L'autocritique qui est, à mon sens, une définition de ce qu'est une civilisation. Une civilisation, c'est par essence un groupe qui est capable de se remettre en question, capable de douter, capable de faire son autocritique. Alors, le journalisme, bon, j'ai pas le temps de parler de Yerevan Todian une autre fois. Voilà, maintenant c'est émouvant là. On passe maintenant au slide d'Alep et de Beyrouth. Alors, je passe à la presse arménienne de France, puisque le génocide suscite, comme vous le savez, une dispersion. La presse de Constantinople ne se remettra pas du génocide, même s'il y a un journal qui existe toujours aujourd'hui, c'est Jamanak. Jamanak créé donc en 1908 par la famille Kochounian, qui continue à apparaître, mais à part Jamanak, Marmaran est postérieur au génocide de 1915. Donc en France, on a une situation intéressante où vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des journaux qui paraissent bien avant le génocide. Alors bien sûr, ils sont anecdotiques, mais quand même, je peux vous citer la colombe d'Aravni, la colombe de Massis, pardon, Massiat Saravni, qui est le premier titre qui paraît donc en 1855 et qui est publié par le frère du célèbre peintre Ayvazovski, donc Gabriel Ayvazyan, publié à Paris dans une périodicité mensuelle, une fois par mois. À l'époque, à Paris, bon, il y a quelques centaines d'Arméniens. Majoritairement, ce sont des étudiants, ce sont des négociants, ce sont des commerçants. Et je dirais le tirage de Massis Saravni était vraiment confidentiel. Mais bon, je veux quand même l'expliquer qu'il y a eu quand même un journal en 1855, arménien à Paris. Donc c'est quand même il y a très longtemps. Le deuxième grand titre vraiment qu'il faut garder en tête, c'est Arménia. Arménia, pourquoi? Parce que Arménia, c'est le grand journal arménien de Marseille. Il est créé en 1885 par une très grande figure du mouvement national arménien, Megodic Portugalian, donc fondateur du parti Armenagan, le premier parti nationaliste arménien proto-révolutionnaire à Van. Et publication majeure parce que c'est Arménia qui va vraiment inaugurer la tradition journalistique arménienne en France. Arménia, c'est le grand quotidien. Mais donc de 1855 à 1918, on compte une quarantaine à peu près de titres arméniens qui voient le jour en France. Donc la plupart, c'est des publications qui ont un passage éphémère. Mais Arménia, c'est un journal important parce que c'est vraiment un journal qui est censé porter le témoignage du pays arménien, du combat pour l'émancipation de la paysannerie arménienne. À l'époque, on ne parlait pas d'indépendance, on parlait d'émancipation, de réforme. Donc, il s'inscrit dans la tradition de Hrimian Haylik, vraiment, de Hrimian Haylik, tout à l'heure j'en ai parlé. Arménia, dont les numéros parvenaient clandestinement jusqu'à Constantinople, parce qu'ils étaient considérés, parce que c'était l'organe d'un parti interdit, le parti Armenagan, qui est le premier mouvement politique arménien organisé. Donc, Arménia cesse de paraître en 1921, laisse un grand vide auprès de ses lecteurs, qui se comptaient par milliers, mais aussi bien en France que dans l'Empire ottoman. Et dans cette période, donc de la fin du 19e, du début du 20e siècle, la France, patrie des droits de l'homme, va assumer sa vocation de terre d'asile pour de nombreux intellectuels arméniens qui fuient les persécutions. Alors, on a après un autre journal que les militants de la FRA connaissent bien, c'est Trochak, bien sûr, qui paraît à Genève et qui est l'organe de la FRA en langue arménienne. Mais l'intelligence des dirigeants d'Ashnak Sagan à l'époque, c'était déjà de comprendre qu'il fallait sortir de l'entre-soi et publier un journal en langue française. Mais ce journal en langue française ne devait pas être dirigé par des Arméniens, mais par des figures
intellectuelle française, et c'est comme ça que Pro-Arménien voit le jour en 1901. Donc 1901, on est encore en pleine ténèbres persécution hamidienne, et le rédacteur chef de Pro-Arménien n'est autre que le professeur de français, de littérature française du lycée central de Constantinople, Pierre Quillard, grande figure anarchiste française, arménophile, qui pendant 7 ans va diriger ce journal et ramasser des signatures prestigieuses, Georges Clemenceau, Anatole France, Jean Jaurès, qui vont défendre et illustrer la cause arménienne. Donc il y a bien sûr d'autres journaux importants qui s'inscrivent aussi dans cette démarche de défense et d'illustration de la cause arménienne dans un contexte de persécution. J'ai parlé d'Arpia Arperian tout à l'heure. Yelvan Todian, le grand écrivain satiriste, aussi fera de même à Paris en lançant le journal Azadrosk. En 1898, c'est Chobanian, Achak Chobanian, qui crée Anaïd, publication culturelle majeure. Et on a aussi d'autres journaux. Voilà, Anaïd, vous avez ici la photo de Chobanian, vous le voyez en haut à droite. Et puis Boros Noubar Pacha, donc fondateur de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Boros Noubar Pacha, grand philanthrope, grand industriel arménien-égyptien, fils du premier ministre de l'Égypte, participe à la création d'un journal aussi qui va s'appeler Al-Sagank et qui devra disparaître en 1925. Mais ce journal-là a existé et est apparu en France. Donc Al-Sagank, l'écho, Anaïd, qui a survécu très longtemps, plus de pratiquement un demi-siècle, et puis Vera Zenunt, un autre titre qui avait été lancé par Arshak Chobanian. Alors, très rapidement, vous comprenez la situation après le génocide, une situation où la question qui se pose, c'est qu'on n'est pas encore en diaspora. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot Karut, Karoutnel, qui veut dire colonie. Mais une fois que la première génération des dirigeants arméniens qui ont quitté l'Arménie orientale, Arménie indépendante, et les grands intellectuels survivants du génocide, c'est de savoir si cette situation est pérenne ou provisoire ou transitoire. Et une fois qu'ils ont conscience que ce qui n'est pas encore la diaspora va durer, il faut des structures. Il faut des églises, des écoles et bien sûr des journaux. Et c'est pour ça que des personnalités comme Shavarch Missakian, que je ne présente pas ici, vous connaissez tous son histoire, l'histoire d'un grand intellectuel arménien de la FRA qui a collaboré à Zadamal, qui avait créé son premier Harach à Erzurum avant 1915 et qui survécu après s'être caché et emprisonné par les Ottomans, par le pouvoir turc, va réussir à fuir par la Bulgarie et rejoindre la France. Donc il crée Harach en 1925 et il va s'entourer tous des amis naufragés du génocide. Et Harach est important parce que très rapidement, il comprend qu'il faut qu'il y ait une école dans laquelle les jeunes intellectuels orphelins du génocide puissent rédiger, puissent écrire, et aussi pour que Harach puisse être un lieu, une plateforme dans laquelle on prend des informations, on apprend sur la situation des Arméniens de France, mais aussi on prend des nouvelles, des échos des autres communautés, à l'époque on dit les colonies, Karoutner, et des nouvelles du pays, Kavaren, les régions d'Arménie. Donc Missakian a eu un rôle très important parce que ça va au-delà de l'information. C'est un lieu grâce auquel les membres d'une même famille, par exemple, des rescapés du génocide, se regroupent. Parce que Harach était pour le nouvel émigré arménien en France un peu de cette lumière d'Arménie qu'il trouvait, laquelle est surtout un morceau de Yelgir, en fait, le pays arménien. Donc ce Yelgir, cette terre perdue, cet espoir de rêve va être incarné dans Harach. Et c'est intéressant parce qu'on peut en faire une petite parenthèse, mais c'est un peu ce qu'a fait Landink dans les années 90. Agos, c'était un morceau du pays arménien et un lieu aussi où des familles recherchaient des parents disparus depuis des décennies, où il y avait des avis de recherche. Et Agos, c'était un peu ce lien précieux entre la diaspora arménienne et les Arméniens islamisés d'Anatolie. Donc, le succès de Harach, c'est ses signatures, bien sûr. Et on voit sur cette photo, à gauche, Shavarch Missakian, bien sûr, qui a vécu jusqu'en 1957. Et on voit une photo que vous connaissez tous, où Shavarch Missakian se tient donc
tout à gauche, à côté du jeune Shahan Jarnour, Armen Lubin, qui vient d'écrire La retraite sans fanfare en 1929 en feuilleton dans Harach, son grand roman La retraite sans fanfare. Bon, je ne sais pas besoin de à côté de Jarnour, on a l'écrivain satiriste Neshan Beşiktaşlian, on a le publiciste Aaron, on a l'écrivain médecin Shavash Nartouni, et puis au milieu, vous reconnaissez Théotique, qui était l'oncle et le parrain de Shahan Jarnour. Donc il y a aussi une démarche de transmission entre Constantinople, donc les Arméniens de Constantinople, et les Arméniens orphelins qui échouent à Paris et vont recréer une nouvelle identité arménienne au contact de l'autre. Pour paraphraser un peu ce que disait Marc Nichanian, comment cette rencontre avec l'altérité, elle est décisive. Elle est décisive parce que c'est l'autre va vous faire et vous défaire. Et la littérature arménienne va connaître ses pages d'or avec l'école de Paris, avec cette génération d'orphelins qui vont rejeter l'héritage de leur père parce que ces pères-là n'ont pas protégé, ne les ont pas protégés, n'ont pas pu garder le pays. Et c'est fascinant de voir cette photo. On a une transmission générationnelle, mais on a aussi une violence sourde, une violence aveugle, une violence indicible entre ces deux générations qui peinent à dialoguer. Bon, je ne vais pas faire la liste, là vous avez à peu près en arménien, j'avais noté, j'avais recensé les quelques titres, soit éphémères ou pas, de la presse arménienne de France. Haïkor Zavol, on comprend que c'est un journal de gauche, l'ouvrier arménien. Yerevan, c'était un journal communiste carrément. Yerevan, c'était Et donc, on comprend aussi que dans les années 1920, avec la création d'une Arménie soviétique, certes non indépendante, mais qui a une politique pour la diaspora, il y a une volonté très claire de diffuser la propagande, de diffuser un message vis-à-vis des Arméniens du monde entier. Et ce message, c'est quoi ? C'est l'Arménie soviétique, c'est la patrie des Arméniens, c'est là où il faut être, il faut contribuer à son développement, et il faut aider l'Arménie soviétique. Alors il y avait à l'époque l'association le HOM, Hayastan Yokuntian Comité, et donc son organe s'appelait Hayokuntian Myutun, donc on recevait ces journaux, et puis des journaux amis, c'est-à-dire qui appartenaient à des organisations politiques, soit carrément communistes, comme Yerevan, soit sympathisants de l'Arménie soviétique, parce que pour eux c'était un acte patriotique que de garder un lien avec l'Arménie qui existait. Alors, autre journal important, que je trouve intéressant, c'est Markot, parce que Markot c'est une scission du parti Tashlan Soutioun, un journal qui est créé par l'écrivain Vasken Chouchanian. Vasken Chouchanian, il fait partie de l'école de Paris. Il fait partie de l'école de Paris, mais il a des relations très orageuses avec les grands auteurs de l'époque, les Nigoros Sarafian, les Shahan Jarnour, un homme qui a vécu assez seul. Et Chouchanian donc participe à la scission du parti Dashnak pour créer le mouvement Markot Sagan, qui a une existence éphémère, mais qui s'inscrit dans une démarche, je dirais, entre guillemets, plutôt progressiste. Voilà, bon, VEM bien sûr, c'est très important, puis ça existe en plus, VEM ça existe toujours. C'est le journal de Simon Vratian, je dirais même une revue d'analyse, un petit peu comme la revue Esprit ou la revue Études, un peu ce format-là, qui essaye de recueillir des grandes plumes arméniennes pour faire vivre la pensée arménienne. Donc VEM existe toujours et est publié en Arménie. Voilà, Haïmid, Ashral. Ah là, ouais, Ashral, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, Ashral, c'est le journal de Lukfaf. Voilà, le journal des éditeurs de Kiev. Georges Sarian, qui était un grand défenseur de l'Arménie soviétique, jusqu'à la veille de l'indépendance. Et puis quand l'Arménie devenait indépendante, grand défenseur de l'Arménie indépendante. Voilà, donc c'est très cohérent. Alors, on arrive maintenant à la presse plutôt contemporaine. Alors, il y a eu dans les années 70, je l'ai rappelé tout à l'heure, un réveil identitaire. 1965, c'est le 50e anniversaire du génocide. Qu'est-ce qui se passe en 1965 ? Eh bien, il y a un réveil au Liban, en Arménie. Ce réveil s'accompagne de la création partout en diaspora de comités de défense de la cause arménienne. S'accompagne d'un nouveau élan, un nouveau souffle visant à poursuivre le combat après 50 ans d'absence, de silence. Et cette démarche, je dirais, militante, pacifique, eh bien, elle s'accompagne aussi de nouvelles publications journalistiques. Et puis, une décennie plus tard, elle va se radicaliser parce que
les demandes des militants arméniens ne trouvent aucun écho, c'est une indifférence totale, donc il y a une radicalisation qui va conduire à la lutte armée, donc la Sala, les commandos des justiciers. Alors, Arménia va être un magazine qui n'a pas grand-chose à voir avec le titre arménien de Mogodish Portukalian, qui existe en langue française. Et quand vous regardez la maquette d'Arménia, malheureusement, je n'ai pas apporté d'exemplaire, c'est à peu près la même maquette que les tout débuts de Nouvelles d'Arménie magazine. C'est exactement la même maquette, donc c'est à peu près la même ADN, on va dire. Azad Magazine, oui, bon, c'est beaucoup plus anecdotique, mais quand même, c'est un journal qui s'est créé autour d'une ville, Grenoble. Voilà, ces Arméniens de Grenoble, ils ont créé leur propre magazine avec une maquette plutôt moderniste pour l'époque. Parev de Nice n'existe plus. Haïbakar n'existe plus, mais Haïbakar accompagne mon combat arménien, justement, se veut un petit peu l'organe officieux de la Sala, fondée par cette génération de militants de gauche, révolutionnaires, maoïstes, franco-arméniens, qui vont s'inscrire dans les grands combats de l'époque, les combats de la gauche révolutionnaire française. Et puis Haïbakar, c'est un petit peu la section arménienne de ces combats. Pour ce qui est de la presse partisane, on a, pendant la guerre du Liban, on a une expérience, je ne l'ai pas parlé ici, mais il y a Zadamal, donc de Dikran Jimbashian, qui vient du Liban, ceux qui ont été à la conférence d'Ikran Chertian peuvent évoquer son souvenir. Et on a donc le journal Gamk, qui va paraître de 1985 en 2002, et qui est un journal bilingue, qui est vraisemblablement l'organe de la FRA. L'organe de la FRA qui introduit dans ses pages le français, contrairement à Haraj, qui, jusqu'à son dernier numéro, a toujours refusé d'ouvrir ses colonnes au bilinguisme, à l'exception notable d'Yves Ternon, un grand compagnon de route de la cause arménienne, et quelques rares intellectuels francophones. Haraj est resté en langue arménienne, en orthographe classique. Un mot qui est un peu compliqué, un peu sensible, mais il y a une volonté aussi de contrôler Haraj, qui était fondé par un membre de la FRA, de la part du parti d'Ashnak Souchoun, et l'opposition de la fille du fondateur, donc Arpik Misakian, à la ligne du parti va créer bien sûr des tensions, et Haraj va toujours jalouser son indépendance, va être très jaloux de son indépendance éditoriale absolue, puisqu'il ne vivait que de ses abonnés, et contrairement aux publications pro-FRA, Haraj va jouer un rôle très important dans les années 88-90 en faveur du mouvement national arménien du comité Karabakh. Un journal qui va établir des liens très étroits avec Levon Ter-Petrosyan et son équipe en Arménie. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup de témoignages de proches de Levon Ter-Petrosyan qui me disaient à quel point Haraj les a soutenus, parce qu'il véhiculait donc des informations qui sortaient difficilement de l'Union soviétique, et Haraj a accompagné ce mouvement vers l'indépendance. Alors en France-Arménie, je suis obligé d'en parler, c'est pas être objectif, mais France-Arménie, c'est le lien précieux. Alors là, on a les liens. Ouais. Alors, France-Arménie, là, vous avez sur cette photo, vous avez la une de Hayastan, donc l'organe du Norserunt. Vous voyez ici le numéro consacré au 20e anniversaire d'Azad Magazine de Grenoble. Ici, vous avez le magazine Parev de Nice. La lettre de l'UGAB qui n'existe plus. Elle n'existe plus. Après, il y a eu qui était dirigée par Varoujan Mardikian et qui a joué un rôle important dans l'information, la diffusion de ce qui se passait en Arménie. L'Arménie indépendante, qu'on ne connaissait pas très bien. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, la lettre de l'UGAB a joué un rôle important. Après, l'édition Internet, elle s'est complètement diffuse. Il y a eu l'expérience du GAB Magazine, mais l'UGAB, aujourd'hui, n'a plus d'organe, mais elle contribue à Nouvelles d'Arménie Magazine, parce qu'il y a un partenariat entre eux. Donc là aussi, vous avez la presse religieuse arménienne, confessionnelle, protestante et catholique et apostolique, Panpel pour protestants, et Église arménienne catholique, Tsaïm est apostolique. Voilà. Donc oui, un mot sur France-Arménie. France-Arménie donc est créée en 1982, donc on est en pleine séquence de la lutte armée. 1982, c'est un an avant les 5 de Lisbonne.
C'est une presse qui veut investir l'espace public francophone et surtout être incarné le militantisme politique arménien au nom d'une quête de fierté, de régénérescence. Je dirais c'est vraiment le journal de la troisième génération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, dans l'expérience diasporique, vous avez la première génération qui, mettons de côté Shavash Missakian, mettons de côté les fondateurs de la Croix-Bleue, d'Armas Caïn, c'est une génération qui se tait, c'est une génération qui survit. La deuxième génération est une génération qui s'intègre, qui porte des prénoms français, qui se tait et s'intègre. Quant à la troisième génération, c'est une génération qui répare. Elle répare par plusieurs biais, elle répare par l'action militante. Tout à l'heure, je parlais des militantismes politiques, militantisme culturel, les maisons de la culture arménienne, militantisme métaphysique pour les intellectuels, les religieux, je pense à Nolvan Solpazan, Zakarian, qui ont joué un rôle très important dans le réveil de la communauté arménienne de France. Et ben, la presse, c'est pareil. France-Arménie, c'est la troisième génération. C'est les petits-enfants des rescapés. Ils font penser à des figures qui ont marqué durablement le militantisme arménien de France et qui sont aujourd'hui, j'espère que leur mémoire va être préservée. Je pense surtout à Jules Mardy-Rossian, qui est quand même, je dirais, une figure majeure du militantisme arménien en France. C'est de Lyon, de la région Rhône-Alpes, qui est parti, je dirais, le mouvement national pour la reconnaissance du génocide, le militantisme politique. Bon, on a d'autres, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a les frères Antalian, il y a Vaï Moradian, Georges Kepenekian, bien sûr, qui sont tous des cofondateurs de France-Arménie. Donc France-Arménie, c'est cette histoire-là. France-Arménie, c'est cet héritage-là. Et France-Arménie va connaître des mues en tant qu'organe du comité de défense de la cause arménienne, qui a une revendication qui appartient, certes, à la famille, à la grande famille FRA, mais qui n'est pas un organe de la FRA. C'est un malentendu pour beaucoup qui disent non, parce que France-Arménie a toujours ouvert ses colonnes à tout le monde, et puis à l'époque, la FRA, elle avait d'autres quotidiens, elle avait GAMK, elle avait Azadama. Quant à Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire, c'est la poursuite d'une histoire qui commence avec le combat pour la reconnaissance, le combat de la lutte armée, l'Assala, donc qui s'inscrit dans la famille Assala, Haï Baïkal, puisque le fondateur de Nouvelles d'Arménie, c'est l'ancien rédac-chef de Haï Baïkal, c'est Ara Toranian, que vous connaissez tous. Je ne vais pas faire sa biographie, mais c'est aussi la troisième génération. Ara Toranian, c'est la troisième génération, c'est la génération réparatrice. Ce sont des gens qu'on partage ou pas, c'est pas ici pour donner un jugement de valeur, ces positions, ce sont des gens qui ont fait don de leur personne pour le combat arménien, qui ont fait don de leur personne, qui se sont investis complètement pour ce combat-là, à l'époque où, dans les années 70, moi j'étais pas né, mais mes anciens me disent, personne parlait de l'Arménie dans l'espace public. Le jour, les rares entrefilés, on parlait de l'Arménie, on les découpait, on les accrochait au plafond. C'est-à-dire, si Parajanov, voilà, il était connu, donc on allait tous voir des films de Parajanov parce que c'était un Arménien connu, sans comprendre grand-chose son cinéma. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée, l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire que les Arméniens sont absents dans l'espace public français. Il faut regarder les anciennes unes de France-Arménie, lorsque, après les attentats les plus marquants, les portes de l'Élysée s'ouvrent enfin aux militants de la cause arménienne. Et donc c'est enfin que vers 84-83, François Mitterrand commence enfin à parler du problème arménien, qu'à l'Élysée, il reçoit une délégation de la FRA, Ara Krikorian, Henri Papazian, Jules Mardy-Rossian, voilà, c'est cette génération-là, c'est la troisième génération. D'accord. Donc, troisième génération, et puis parler un petit peu... oui, alors moi j'ai fait une distinction, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, je la soutiens. C'est qu'en situation diasporique, il y a en France, je dirais, deux catégories de presse arménienne, ou plutôt deux catégories de presse tout court. Il y a ce que j'appelle la presse arménienne et la presse arménophile. En arménien, Hayaser, Yev Hagagan. Pour moi, il y a, bien sûr, pour être une presse arménienne, il faut être en langue arménienne. C'est fondamental, puisque c'est la langue qui va porter à la fois connaissance de la richesse du patrimoine, mais aussi la langue comme mentalité, comme l'esvam d'azorotuna, comment je peux traduire ça, comme pensée, mentalité, qui n'est pas complètement, qui est arménienne.
et qui permet d'avoir un lien avec les autres communautés arméniennes arménophones. Donc cette langue-là, elle est fondamentale pour que se maintienne une presse arménienne. Et puis il y a une presse arménienne qui n'est peut-être pas forcément arménophone, mais qui porte les valeurs du monde arménien, qui comprend que le monde arménien, ce n'est pas que Alfortville, Beaumont ou Dessine, c'est aussi l'Arménie soviétique, plus tard indépendante, et surtout aussi Constantinople, Jérusalem, Beyrouth, Boston, les grands pôles en fait du monde arménien. Et ça, c'est une presse aussi arménienne. Et puis à côté, on a une presse arménophile. Pourquoi arménophile? Parce que elle a comme ADN, comme identité, je dirais un héritage plutôt de la presse française, en termes de professionnalisme, de construction de l'information. Et surtout, cette presse ignore la diaspora. Pour elle, ce qui compte, c'est rendre des nouvelles d'Arménie et de la communauté, mais avec une approche, une tradition, voilà, c'est le mot, une tradition qui n'est pas arménienne. Et je crois que si on veut garder une presse arménienne, il faut s'inscrire dans une tradition. Je vous ai parlé de Rupen Zartarian, je vous ai parlé de Rimian Hayrik, Alpial Alpialian, mais pourquoi pas d'autres, Dilan Kilikian, tout ça, ce sont des références arméniennes, c'est une tradition arménienne qui vaut ce qu'elle vaut. Et si on veut vraiment être journaliste arménien, il faut s'emparer de cet héritage, qui est un héritage double, politique et littéraire. Politique et même spirituel pour Rimian Hayrik. Alors j'avais fait cette conférence, je me rappelle, c'était juste au moment où Harach cessait de paraître. Donc c'était en 2008 ou 2009, je crois que 2008. 2008, je sais plus, faut demander, enfin bref. Et donc Noor Harach cesse de paraître, c'est le grand catastrophe, le monde s'écroule, dernier éditorial de Alpik Missakian avec la photo de son père. Et là, je me rends compte d'un truc, j'avais compris aussi, mais je n'osais pas trop l'avouer, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très sain. C'est déjà Harach a refusé de se moderniser sur la forme, pas sur le fond, mais sur la forme. C'était les mêmes caractères en typo du 19e siècle, enfin début du 20e siècle. Alors je me rappelle qu'il y avait des gros problèmes de caractère et à une époque, je crois dans les années 2000, Alpik Missakian avait dû récupérer l'imprimerie d'Antelias du Catholicosat de Cilicie parce que les caractères étaient un peu plus gros, on voyait que ce n'étaient pas les mêmes caractères. Deuxièmement, il y a une fossilisation, voilà, une image fossile. Et puis, quelque chose qui révèle même de l'inceste. On se dit, mais c'était le journal de son père, avant d'être le journal de sa fille. Et sa fille n'a jamais vraiment accepté la mort de son père, tellement elle était dans l'esprit de son père. Alors c'est très bien et c'est pas bien, parce que on se dit, après moi le déluge, on refuse la modernisation, on refuse le passage à relais, on refuse la transmission. On refuse de préparer des gens. Mais combien même on voudrait préparer, c'est trop tard. Soit parce que les jeunes ne sont pas suffisamment motivés, soit parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé le terreau pour former. Et moi, j'étais à l'époque, j'écrivais à Harach, et c'était la rédac chef adjointe qui corrigeait mes erreurs d'arménien. Donc Harach est mon école. Et j'oublierai jamais le dernier jour où Harach a apparu. Avec des copains, on est venu rendre hommage à Alpik Missakian dans son bureau rue d'Hauteville. C'était le jour où le numéro sortait, le dernier numéro. Donc il y avait l'écrivain Clécole Bolodian qui était assis à gauche dans la table. Il mangeait nerveusement des graines de courge, je ne me rappelle plus, des cacahuètes. Et voilà, tout le monde très très solennel. Puis tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et là, on voit un homme chauve qui ressemble un peu à Fantomas qui rentre. Et c'était qui? C'était Gérard Chalian. Gérard Chalian qui vient avec des fleurs. Ah non, c'était pas des fleurs, c'était marrant, c'était un pot de géranium, enfin un gros pot. Mais vraiment, c'était un ami d'Harach, et c'était très touchant. Mais moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est que Missakian dit, mais c'est pas mon enterrement. Ben si, tu enterres ton père, je veux dire, voilà, et tu t'enterres avec lui, quoi. Donc c'était un peu ça, je vais pas faire la psychanalyse de comptoir, mais en psychanalyse, c'est fascinant. Voilà, elle a enfin accepté que son père est mort, elle ferme la boutique. Et Gérard Chalian, qui a rajouté un D à son nom, qui incarne l'intégration et l'assimilation par excellence, arrive avec le pot de fleurs. Voilà. Donc, voilà, si on veut aller jusqu'au bout, c'est pour ça que je dis Noor Harach aurait dû s'appeler Keresman, ça aurait été plus cohérent. Mais bon, bref. Et donc, il n'y a pas de continuité, c'est ça l'idée, il n'y a pas de continuité entre Harach et Noor Harach. Il y a une rupture très très... Même si Gilal Cholakian, le rédac chef, Noor Harach a collaboré à Harach, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de fil conducteur. C'est deux journaux complètement différents.
D'où, je dirais, la maladresse de ce titre. Hein, je n'ai pas dit, ça s'appelait Kelesman, ça aurait été bien si on avait un journal satirique, hein, ça aurait été formidable, parce qu'on a cruellement besoin de satire. Et on a le potentiel et on a l'histoire pour ça. Harach n'a pas voulu se numériser. France Arménie a essayé de se numériser, ça a été un échec. Nouvelle d'Arménie se numérise tant bien que mal, un peu tardivement, mais nécessairement. Et il y a dans la presse arménienne, je dirais, ce fantasme du fétichisme, c'est-à-dire on sacralise la langue arménienne. On en fait un objet de culte. Et Harach était un peu ça, pour beaucoup. Une école, mais aussi une sorte de fétiche, de lien qui nous retient à cette histoire d'un pays arménien qu'on a fantasmé, qu'on n'a pas connu parce que c'est le pays de nos grands-parents. Je parle de l'Arménie occidentale. Et pour beaucoup, Harach était un vrai talisman. Beaucoup de gens âgés qui décédaient, leurs enfants, pour leur rendre hommage, ils glissaient le quotidien Harach qu'ils pliaient dans leur veste et dans le cercueil. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, qui se multiplie. C'est-à-dire la fossilisation de l'identité. Et avec Varoujan Mardikian, Varoujan Sarkissian, on a beaucoup écrit là-dessus à France Arménie, parce qu'il y avait ce côté un peu de Varoujan très psychologue, sociologue, de raconter ces histoires qui doivent être racontées, qui doivent faire l'objet de films, qui doivent faire l'objet de nouvelles, de romans, pour raconter des tranches de la vie diasporique. Donc fossilisation, talisman. Puis à côté, il y a quand même une radio qui, dans les années 80, qui commence à se faire entendre. C'est Radio Ask, bien sûr, plus tard IPFM. Et aussi une anecdote que je trouve très belle, elle m'a été rapportée par un ami. Quand les premières radios libres en langue arménienne commencent à émettre enfin en France, eh bien des gens allaient dans les cimetières et posaient le transistor sur la tombe de leurs grands-parents et allumaient la radio pour qu'ils entendent l'arménien. Dire regardez, on existe encore. Donc c'est ça aussi la radio, c'est ça aussi la presse et les médias arméniens. C'est une renaissance et une quête de sens à travers cet outil qui fait qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas un fatalisme, il n'y a pas de fatalité. Ok, bon voilà. Dernier point, parler de la presse France-Arménie, pour moi c'était important à l'époque, quand j'ai commencé à collaborer, de mettre l'accent sur, ok, France-Arménie, c'est le lien précieux entre tous les Arméniens, mais c'est aussi un journal transnational qui doit se faire l'écho des grandes questions qui traversent la nation, les communautés arméniennes, et nous avions à l'époque d'excellentes relations avec les Arméniens des États-Unis, d'Argentine et du Liban. D'excellentes relations, des voyages, des correspondances, des échanges, et je voulais vous commenter un peu ces unes que j'ai sélectionnées pour vous. Donc je crois que France-Arménie a été très loin aussi, même plus loin que Nouvelle d'Arménie, et peut-être pas autant qu'Harach bien sûr, parce que c'est pas la même périodicité, mais en tant que journal franco-arménien, dans la connaissance de la question arménienne de Turquie, dans la connaissance de la question politique des Arméniens de Turquie. Vous voyez, cette une, on voit le patriarche Yechanga Ishatak Mesrop Moutafian. Je crois que c'était Valet Termination qui avait fait l'interview. La connaissance de Hrant Dink, tout ça, ça a été vraiment un journal pionnier. On a Vilma dans cette salle qui aussi peut témoigner, puisque tu étais avec... Oui, avec c'était le premier journal France-Arménie qui a fait la une pour Hrant Dink pendant 2 ou 3 numéros. Oui, il y avait même une discussion très difficile entre Hrant Dink et Hilda Choboyan, qui avait été modérée par Varoujan Sarkissian. Et on se dit, voilà, si les Turcs n'avaient pas tué Hrant Dink, peut-être que les Arméniens l'auraient tué s'il n'était pas... Enfin, en tout cas, c'est un journal pionnier. Un pionnier qui va s'investir dans ce combat-là. Le combat, bien sûr, le haïtadisme, la reconnaissance, le négationnisme. Bon, et puis, la connaissance des autres diasporas, la connaissance de la culture arménienne. Là, vous avez aussi une qui est vraiment improbable, cette une. C'est la une, on voit un homme qui est un pasteur protestant de Turquie, arménien, d'Arabkir, le révérend Achabaloğlu, qui avait, dans une talk show en Turquie, avait reconnu le génocide, en tout cas avait critiqué le négationnisme en turc. Et donc voilà, c'était vraiment une figure importante. Là, vous avez cette une très très connue de France-Arménie, où Hrant Dink commence à recevoir des menaces, là il dit « j'ai peur », journaliste en sursis, ce reportage sur aussi la double nationalité entre les Arméniens, sur le Javark aussi. Le Javark aussi était un sujet
qui a été très très porté dans les colonnes de France-Arménie. Beaucoup de reportages de Vae, Termination, sur les Arméniens de Géorgie, sur l'Église. Donc tous ces sujets-là, ces sujets d'ordre, je dirais, de préoccupation commune, transnationale, l'Église, le combat politique, pour la liberté, l'indépendance de l'Artsakh, les droits culturels de Djavark, mais aussi les Arméniens de Turquie. Et puis ici, cette une consacrée à Kars, où Vae s'était rendu. Et cette une ici, consacrée au Liban, en 2006, lorsque le Liban a souffert d'une guerre impitoyable menée par Israël pendant 33 jours, nous avions titré « Nous sommes tous des Libanais ». Et je me rappelle que l'ambassadeur du Liban nous avait téléphoné pour nous remercier de cette solidarité pan-arménienne, parce qu'en tant qu'Arménien, je suis désolé, le Liban, c'est pas étranger. Voilà. Pour les Liban, tout Arménien doit considérer que le Liban est une deuxième patrie, parce que le Liban, c'est le poumon de la diaspora. C'est là que la diaspora, avec la Syrie, a rené de ses cendres. C'est là qu'il y a le catholicosat ici, c'est là qu'il y a le catholicosat patriarcat catholique arménien, c'est là qu'il y a l'université Agazian, c'est là que le Noël arménien est férié. Je veux dire, c'est pas étranger, ça fait partie de nous, et on fait partie d'eux. Voilà. Donc, France-Arménie a rappelé ça. Donc voilà, je voulais commenter ces unes avec vous. Il y en a plusieurs qui sont d'ordre, qui sont sociales en Arménie, bien sûr, les migrations, la justice sociale, le cynisme aussi. Regardez bien cette photo, regardez le cynisme de la droite française. Je veux dire, c'est pas si lointain. Je veux dire, la droite française, elle commence à s'intéresser au combat arménien qu'après 2015. 2014, mais avant, le RPR était extrêmement turcophile, et c'était le Parti Socialiste et le Parti Communiste qui portaient ces combats-là. Donc, n'ayez pas la mémoire courte, et pour cela, réinvestissez je dirais, la presse arménienne comme gardienne de cette mémoire collective, et puis comme vecteur de la transmission, une transmission qui aujourd'hui se fait dans un contexte beaucoup plus compliqué, un contexte, je dirais, d'effondrement. Alors voilà, vous avez Jacques Lang ici, c'est marrant. Langue de vipère, je me rappelle. C'est qu'il avait fait une sortie terrible sur la loi de 2001. Et la vidéo avait fuité, et nous on avait titré Langue de vipère, mais c'était assez maladroit le montage. Voilà, Langue de vipère, voilà. Information en danger, là c'est la fin de Harach. Là on avait titré Escapade mystique, ce sont des reportages qu'on retrouve dans l'escale arménienne. Et puis, il y avait, à l'époque, c'était Valois Sarkissian, donc il y avait une certaine liberté, on va dire. Il y avait une volonté de faire, et ça sera le mot de la fin, de la créativité, l'ADN, en tout cas l'alpha et l'oméga de ce qui devrait être aujourd'hui la diaspora arménienne, l'agenda, c'est ça, l'agenda de la diaspora arménienne. Si on veut exister aujourd'hui, il faut qu'on se réinvente, et pour ça il faut des créateurs. Il y a dans chaque Arménien l'étincelle lumineuse de la créativité. Cette créativité doit être artistique, cinématographique. Donc, on a titré Vartan à la conquête d'Hollywood, David de Sassoon enfin au cinéma. Non, on avait une liberté à l'époque, c'était plus éclectique. Et puis moi, je m'étais intéressé beaucoup à Ficole Bolodian, que je considérais un peu comme le grand écrivain de la diaspora. Donc, et ça, cette photo illustre la première édition du Salon armé de livres, les Arméniens à livre ouvert. Donc vous voyez ici la cohérence du projet de soutenir une forme de militantisme culturel, sans perdre de vue les grandes causes, des causes communes, et puis aussi des causes humanistes que nous soutenions, comme la cause palestinienne. Là, c'est 2008. C'est Gaza qui déjà subit une impitoyable guerre d'anéantissement, et on avait titré Gaza, ici et là-bas. Donc, il y a une continuité, une rupture dans la presse arménophone. On le voit avec Nour Harach. Le public se rétrécit, l'espace se rétrécit, parce que le public vieillit avec le produit, parce que les mécanismes de la transmission sont rouillés ou ne sont pas suffisamment, je dirais, adaptés aux enjeux numériques, aux enjeux contemporains. Il y a aussi, je dirais, une dérive chez Nour Harach, notamment déontologique, puisque ce journal, à ma connaissance, ne correspond plus aux critères que je me fais du journalisme, combien même il a le droit de prendre parti pour les positions du gouvernement arménien, mais il y a une dérive déontologique que je trouve dangereuse,
parce que on a l'impression que toutes les digues ont cédé, et on peut écrire tout et n'importe quoi, et ça, c'est pas possible. Pour ce qui est de France-Arménie, eh bien, France-Arménie doit poursuivre son rôle de passeur entre plusieurs mondes. Je pense que c'était assez clair, les unes partent d'elles-mêmes, et d'être une interface toujours entre la diaspora, la société française et l'Arménie. Moi, je pense toujours en termes de triangle. Il n'y a pas que la France et l'Arménie, la société française, mais il y a aussi la diaspora qu'il faut tenir compte, donc les autres combats, les autres diasporas, et puis surtout cette nécessité de monter en puissance à travers une élévation du niveau, c'est-à-dire la vulgarisation, c'est-à-dire rendre accessible des choses qui ne paraissent pas accessibles, et ça, c'est le rôle premier de tout journaliste qui se respecte. Donc, ni organe partisan strict, ni simple presse communautaire, il y a cette tension permanente entre l'information, devoir d'information crédible, transparente, information à un coût, d'engagement, parce qu'on n'est pas neutre. Qui a dit qu'on était neutre ? On n'est pas neutre, on est des militants, et pédagogie. Pédagogie, c'est-à-dire vulgarisation. Donc la cause arménienne, c'est toujours le cœur de l'ADN de France-Arménie, et est censé jouer un rôle structurant dans cet espace public arménien de France, qui est fragilisé par des fractures que vous connaissez, des fractures entre ceux qui prennent position sur ce qui se passe en Arménie, et c'est peut-être pas, ça ne devrait pas être notre priorité. Notre priorité, ça devrait être de monter en puissance en tant que structure diasporique, et fracture entre aussi la vieille diaspora, la nouvelle diaspora, que j'aime pas du tout ce mot-là, la communauté transnationale, on va dire, d'Arménie, qui ne trouve pas sa place dans les structures traditionnelles. Donc la faiblesse aussi, c'est la langue. Ce bilinguisme n'est pas assez favorisé, il n'est pas assez valorisé, comme en témoigne la faiblesse des pages arméniennes, et ça, c'est un enjeu pour France-Arménie. Quant à Nouvelles d'Arménie, on remarquera que ces orientations sont souvent internationales, géopolitiques, au détriment de l'analyse sur la situation diasporique. Une centralité assumée sur l'actualité de la politique de l'Arménie, peut-être pas assez l'actualité sociale et économique, et un public souvent moins politisé, je dirais plus harmonophile qu'arménien. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Ici, on a tous, je dirais, bien sûr, il faut nuancer ce que je dis, mais il y a un intérêt quand même plus prononcé pour la politique que pour la culture, et on voit bien que l'ADN n'est pas le même. Mais en tous les cas, que ce soit pour Nouvelles d'Arménie, que ce soit pour France-Arménie, que ce soit pour Nord-Arache, il y a un vieillissement du lectorat. Il y a une érosion de la langue arménienne, il y a un modèle économique fragile, puisque le numérique ne parvient pas à pallier l'absence justement de ressources des abonnés papier, une dépendance militante ou associative, ce qui fait qu'on est à une presse riche symboliquement, mais matériellement pauvre. Donc, avec ce choc numérique, avec ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, on assiste à un passage entre deux mondes antagonistes, le monde de l'immédiateté, le monde de l'émotion, le monde de la polarisation, au détriment du monde de la pensée critique, le monde de la réflexion, le monde de la discussion, du débat. Et ce qui est grave, ce qui est dangereux, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'information. Une confusion en fait entre opinion, entre militantisme et information. Donc cette question, je vous la pose à moi comme je la pose à tous, comment exister sans se dissoudre. Nous avons, j'ai dit, il y a des fractures idéologiques profondes depuis 2020, la difficulté de tenir une ligne indépendante, et l'idée que la presse est le dernier espace de débat rationnel. Donc quel enjeu pour l'avenir ? Il faudra penser à former plus et mieux des journalistes franco-arméniens, arméno-argentins, arméno-canadiens, arméno-américains, sensibles au sujet arménien et qui ont une place dans leur pays. Articuler bien sûr le papier, il doit rester papier, mais aussi le numérique doit être valorisé. Plus de podcasts aussi, c'est important. Le podcast, c'est un média extrêmement souple et peu onéreux en français, en arménien. Plus de vidéos aussi, de qualité. Et tout cela doit être fait dans le bilinguisme, dans un bilinguisme assumé, c'est-à-dire français et arménien. Je veux dire, tout devrait être bilingue. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en diaspora, vous êtes dans la traduction. Même si vous parlez pas forcément l'arménien, vous êtes dans une démarche de traduction. C'est le peuple de la traduction. Et je crois que le bilinguisme doit être perçu comme une chance, puisque c'est ça qui fera que, nous serons une diaspora, une transnation, en lien avec d'autres diasporas qui se posent les mêmes questions que nous
qui souvent font face aux mêmes défis que nous, mais qui ne nous connaissons pas assez. Donc pour une pensée arménienne vivant en diaspora, il faut produire du temps long, donc se réapproprier cet héritage. C'est pour ça que j'ai voulu faire un peu d'histoire, je vais bientôt m'arrêter. Penser, contextualiser, transmettre, relier mémoire présent et avenir, parce que la presse, c'est un lieu de continuité historique. C'est pas un luxe, c'est une infrastructure intellectuelle, d'accord. C'est une condition de survie culturelle. C'est un outil de souveraineté symbolique, de revalorisation. Parce que sans presse, eh bien, la diaspora, elle n'existerait pas comme elle existe aujourd'hui. Et donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé 1h30, non Néo Gajam. Merci. Ça va aller. Merci pour ce propos très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des journalistes arméniens dans la presse française, qui eux aussi ont un rôle à jouer et qui le jouent pour certains de manière très pertinente? Oui, bien sûr, il y a une tradition de journalistes français d'origine arménienne qui, à partir des années 60-70, commence à émerger dans les grands quotidiens avec des pseudonymes. Ça commence par des pseudonymes, puis après, le pseudonyme va laisser passer un patronyme arménien décomplexé. Et bon, la première personne moi j'ai 2 noms à vous donner, mais il y en a beaucoup plus. C'est Valérie Toragnan, en tant que journaliste féminine, qui est passée par Haïbaïkar. Donc elle a une histoire militante, une histoire un passé militant qui va s'intégrer dans la presse française, parisienne, passage à Elle, passage à Revue des Deux Mondes, aujourd'hui au Point, et qui joue un rôle extrêmement précieux et discret au service donc des intérêts du combat arménien. Et puis moi je pense aussi à une autre figure majeure, c'est Christian Macarian. Christian Macarian, homme de presse écrite, homme de radio, humaniste, grand intellectuel, très discret, mais très au fait. Mais cette question que vous me posez, en fait, elle me donne l'occasion de réfléchir avec vous à un vrai sujet. C'est que souvent, on constate un fossé entre des journalistes qui sont souvent coupés de leur héritage arménien et assimilés. Donc ils ont un lien, mais ils ne maîtrisent pas suffisamment l'histoire, le combat, l'originalité, la singularité de ce qu'est l'expérience arménienne en diaspora. Et à l'inverse, ceux qui sont dans le ghetto dans le sens qu'ils sont dans l'entre-soi, et pas suffisamment écoutés, audibles dans l'espace public français. Donc le but, l'enjeu, c'est que, je pense à Gérard Chalian aussi, notamment. Chalian n'était pas un journaliste, mais c'était un intellectuel qui aurait pu apporter beaucoup aux Arméniens, mais il avait ce complexe que les Arméniens sont des vaincus, et enfin il a changé, et qu'il fallait surtout être le plus loin possible d'eux, parce que ça lui a apporté des mauvais souvenirs. À l'inverse, on a, tu as invité Marc Ichanian. Marc, il n'est pas suffisamment présent dans les grands débats philosophiques français. Grégoire Beledon, n'en parle même plus. Alors, lui, c'est vraiment une tour d'ivoire. Donc, c'est dommage. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre entre ceux qui sont porteurs d'une pensée, une pensée en marche, et qui sont capables d'expliquer la complexité du combat arménien. Il n'y a pas de plateforme pour les entendre. Et pour moi, l'intellectuel arménien diasporique, il doit simultanément être porteur de 2 discours. Un discours pour la diaspora, pour dire voilà, l'orientation qui serait la nôtre, une orientation avec un discours centré sur les Arméniens comme un peuple pont, des médiateurs qui ont des choses à faire importantes pour l'Arménie, pour la France, pour les valeurs communes d'universalisme, d'unité, très bien. Et un discours pour les Français. Pour dire regardez, on a un modèle réussi d'intégration, on peut vous aider pour faire nation en France et pour réparer les pensées, les fractures identitaires de ce pays qui est traversé par plein de fractures. Il n'y a pas plus mieux placé qu'un Arménien pour comprendre ce que ressent un juif face à l'antisémitisme, pour comprendre ce que ressent un musulman face à l'islamophobie, pour comprendre l'échec de l'intégration ou les problèmes aussi des Français qui se sentent de plus en plus menacés dans leur culture parce que les Arméniens, ils sont porteurs de tout ça à la fois.
Et c'est un potentiel extraordinaire qui n'est pas exploité par nos intellectuels. Oui. Si je peux me permettre, Sylvain, pour poursuivre votre question dessus, et par expérience personnelle, parce que j'étais journaliste, et dans les médias français, notamment à TF1, LCI, et quand il s'agissait de parler du génocide des Arméniens, c'était pas les journalistes d'origine arménienne qui étaient convoqués pour faire le sujet. En général, ce qui se passe, en tout cas, par mon Je peux témoigner la même chose quand il y avait la guerre de 2020 et que dans certaines rédactions, j'étais souvent décommandé. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer la réalité des rédactions françaises aujourd'hui, malgré le fait qu'on essaie quand même d'apporter ces sujets. C'est pourquoi aussi moi j'ai quitté le monde du journalisme et je suis allée dans le cinéma, en tout cas le documentaire, qui permet là plus de raconter des histoires, même si c'est encore très compliqué de, entre guillemets, vendre nos récits. C'est une réalité que je donne pour répondre un peu C'est juste. à l'idée. C'est vrai. Question. Bon, c'est bien, on va pouvoir rendre le bouquin. Merci. Ouais. Moi, j'aurais aimé quand même entendre. Merci beaucoup, c'était très très intéressant de ta présentation pour la presse écrite d'arménien, mais j'aurais aimé quand même entendre un peu de la radio. Oui, la radio. Oui. La radio, alors, c'est délicat parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du modèle financier. Quel modèle financier, quelle indépendance. Le sujet de la pluralité, quel pluralisme, pluralisme qui fait défaut. Et la modernisation numérique, c'est-à-dire l'archivage numérique. Moi, je pense que la radio elle a un rôle extrêmement important à jouer en tant que vecteur de transmission et aussi gardienne d'une mémoire radiophonique arménienne qui fait cruellement défaut en diaspora. Je crois qu'on est en retard sur les Libanais. Si vous regardez IPFM, vous comparez Vanatsan, ils ont déjà compris qu'il y a quelque chose à tirer des archives et ils matérialisent ces archives, ils les commercialisent même. IPFM a une bibliothèque sonore inestimable, sur à peu près 25 ans, un petit peu plus. Il est temps de sortir les archives il y a des archives qui sont disponibles en libre accès, mais je crois que c'est 10 ans. Je ne suis pas sous le contrôle d'ASMIC, mais je crois que c'est inférieur à 10 ans. Il y a des émissions importantes qu'il faut refaire sortir. Je parlais tout à l'heure des émissions, des grands entretiens avec Anaïs Termination, mais il faut même monter plus loin. L'époque d'Agop Balian est importante aussi. Je crois que les jeunes générations, il faut mettre à leur disposition ce que fait l'association Aram de Marseille, c'est-à-dire de trouver un moyen de financer et de rendre accessible une plateforme numérique avec des archives sonores. Et ces archives sonores, elles sont précieuses, de la même façon que le travail de cinéastes qui ont pensé la transmission mémorielle. Je pense à Serge Avedikian et Jacques Kebadian. Elle nous est précieuse parce que ces gens-là sont allés interviewer de la génération des rescapés. Et grâce à leur travail qui avait été très très mal accepté en 1983-4 par les Arméniens de France, qui se sentaient humiliés, vous montrez une image misérabiliste des Arméniens, comment vous osez faire ça? Il avait été très très malmené par Arpik Misakian d'ailleurs, Serge, il avait raconté ça. Mais on est content maintenant que ces archives elles existent. On est content d'avoir ces témoignages, ces gens qui parlent un arménien anatolien et qui nous racontent leur expérience de vie. Donc la radio, oui, elle a un rôle extrêmement important à jouer, mais pour ça il faut une vraie conscience. Et moi je lance un plaidoyer pour qu'on ait l'équivalent d'une INA, une Institut National Arménien d'Audiovisuel, avec des collectes d'archives numérisées, destiné donc à un public étudiant, un public néophyte qui souhaite mieux connaître l'histoire de cette communauté. Il y avait Zorian Institute à un moment donné. Il y a 40 ans, je dansais avec le Vassar et on est allé à Boston. Ils nous ont montré des cassettes vidéo, audio, c'était dingue. Et à l'époque, le directeur était Gérard Libaïdian. Aujourd'hui, l'Institut Zorian est un petit peu en sommeil et à Montréal. Il n'est plus à Boston. Il est à Montréal et leur travail est essentiellement, pas uniquement, focus sur le génocide et les travaux sur le génocide de 1915. C'est eux qui ont financé Taner Akjam. Ils ont financé beaucoup de chercheurs sur ces questions-là. Mais sur les questions diasporiques, il y a le musée Alma de Boston. Qui est un musée qui fait un travail aussi assez considérable, qui est à peu près le même que ce que fait le travail du Centre du patrimoine arménien de Valence ou Aram à son niveau. Mais pour revenir à cette question-là, moi je suis vraiment
inquiets du manque d'intérêt qu'on a pour nos archives vidéo et sonores. Un exemple très concret, à Beyrouth, il y avait les archives de l'organisation de la Salah. Elles ont été complètement bradées et vendues à la bibliothèque du Congrès américain. Donc on comprend que les gens ils ont des difficultés financières, mais bon, les anciens de la Salah, ils ont vendu, ils ont bradé, d'ailleurs au mépris de leurs camarades, parce qu'après il y a eu une scission entre les Azalas de Beyrouth et de Yerevan. Mais c'est dommage que toutes ces cassettes vidéo, ces cassettes audio, ces affiches, tout ça a été vendu en toute discrétion à la bibliothèque, à la section du Caire, la bibliothèque du Congrès américain. Quelquefois, c'est des Turcs qui achètent. Oui, oui, ils passent par des intermédiaires, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Ah, ouais. Merci déjà pour votre présentation. Vous avez parlé de transition numérique, de choses qui sont assez faciles aujourd'hui à faire en podcast, par exemple, d'archivage, etc. Vous avez parlé de conscience. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas cette conscience-là. C'est une question financière qui n'est pas, parce qu'un podcast, c'est très facile à faire. Donc pourquoi on n'a pas aujourd'hui, de votre point de vue, à disposition toutes ces choses-là? Pourquoi on ne fabrique pas de podcast? C'est une question de volonté, c'est une question de volonté, une question de conscience, une question de savoir travailler ensemble de façon collégiale et de savoir de mettre l'ego de côté. Le souci de beaucoup de structures arméniennes, c'est que souvent on a du mal à gérer son ego, on met son ego avant la structure, avant le bien commun. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est valoriser en fait tout ce qui est transmission, c'est-à-dire honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Voilà, qui va se souvenir de Jules Mardy-Rossian dans 15-20 ans si rien n'est fait? Ou d'Anaï Termination. Bon, heureusement, elle a des publications, mais elle a des archives sonores. Il faut que sa voix, il faut qu'on entende sa voix, Anaït. C'est important. C'est important. On parle d'une femme féministe, on parle d'une mère de famille, on parle d'une historienne qui a été une des pionnières de l'éveil arménien en diaspora française, parce qu'elle participait à tous les combats, elle était à France Culture, elle était à IPFM, elle était partout. Et moi, j'ai ce souvenir-là. Donc, je veux dire, c'est une question c'est une question de responsabilité. Vous avez une transmission, il faut que vous barrez de votre vocabulaire le mot devoir, le mot fardeau, le mot, oublier c'est trahir. C'est ce qu'on écoutait souvent à l'époque. Dans les années 80, il y avait ce badge qu'on collait sur les voitures. Hi, derrière c'était marqué oublier c'est trahir. Mais il faut que vous oubliez ça. Pensez plutôt à des mots comme amour, responsabilité, c'est plus intéressant. Ouais.